Charles Millard, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Salut. Dans ton horaire chargé, comment ça se passe, la chefferie? Ben écoute, on dit souvent que c'est un marathon. C'est effectivement un marathon, puis le coup de départ est même pas donné encore. Donc, tu sais, on va démarrer la course le 13 janvier, mais quand les gens me disent que la course n'est pas débutée, je leur dis, je me demande ce que je fais depuis 3 mois, 7 jours par semaine. Parce que le Québec, c'est grand, puis le parti, ben, il a des racines un peu partout au Québec, hein, même si les racines, parfois, sont un peu séchées. On va en parler aujourd'hui, assurément, mais c'est très important d'être sur le terrain, puis c'est ce que je fais, moi, déjà depuis plusieurs mois. Parce que tu as été le premier ou un des premiers à officiellement. Ben, il y a Denis peut-être. Le deuxième, soyons fair. C'est vrai, Denis avait manifesté avant sa marche de Compostelle. De son Compostelle. Moi, j'ai annoncé le 11 juin, dans le fond, que je quittais mes fonctions à la FCCQ le 1er juillet. Ouais. Donc, honnêtement, ça fait déjà 3-4 mois là, que je suis sur là-dessus à temps plein. Cool. Puis, la question que je me demandais, tu avais quand même une bonne job. C'était un beau parcours de carrière que tu avais. Dans des décisions comme ça, il y a toujours un moment ou une situation qui arrive que tu dis, ouais, où il y a quelqu'un qui te parle, puis tu sais, y a-tu eu un déclic, tu sais, une nouvelle loi, un changement de quelque chose que tu t'es dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Je pense que je vais me présenter, puis là, la petite graine à germe, puis là, boum, ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Pourquoi tu te présentes pas? Tu sais, comment que ça c'est venu de dire, je suis président de la Chambre des commerces, puis là, tout d'un coup, OK, go, je me lance. C'est quand même un gros move. T'es la première personne qui me pose cette question-là. Je te félicite pour la question. C'est un mélange de plein de trucs, dans le sens que, tu l'as dit, j'étais PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Honnêtement, c'est la plus belle job que j'ai eue dans ma vie jusqu'à présent. Ah ouais, hein? J'ai aimé chaque minute à travailler avec les entrepreneurs, avec les chambres de commerce. Donc, j'avais pas du tout envie de quitter ce travail-là. La raison de se présenter en politique, puis je vais en parler aujourd'hui, mais c'est une accumulation de déceptions aussi par rapport à comment ça se passe en ce moment au Québec. Donc ça, je te dirais que c'est comme un peu une espèce de bruit de fond qui était là en arrière de moi, qui me disait, ben si tu veux que ça s'améliore, faudrait peut-être que toi-même, tu t'impliques. Et puis, je te dirais qu'ensuite, il y a eu beaucoup l'entourage. Donc, on peut avoir une impression dans la vie, on peut se penser bon pour un poste X, Y, Z, mais quand tu as des gens qui t'approchent puis qui te disent, ben moi, dans mon temps libre, dans ma vie personnelle, je vais mettre du temps parce que je crois en toi, c'est assez puissant, ça. Alors, c'est un mélange de tout ça, sur le contenant et sur le contenu. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision, je l'ai assumé à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné de mes fonctions. J'aurais pu essayer de ménager le chèvre et le chou. J'ai décidé de pas le faire. Et puis, depuis ce temps-là, c'est complètement assumé. Puis, c'est all-in, comme on dit. Puis, dans les déceptions que tu parles accumulées, si tu avais à dire une ou deux déceptions pour toi qui dans tes valeurs ou dans ta vision d'un peu la politique, qu'est-ce qui t'a interpellé le plus au fil des années à dire, moi, c'est ça que je suis plus capable d'endurer ou de voir ces mêmes choses-là. C'est quoi pour toi les principales? Ben, cette déception-là, c'est pas moi qui l'a dit seulement, c'est les Québécois aussi. On le voit dans les sondages, le taux d'insatisfaction du gouvernement. M. Bourassa disait toujours, le vrai sondage qu'il faut regarder, c'est le taux d'insatisfaction, le taux de satisfaction. C'est ça qui mobilise les gens à aller voter pour ou contre quelque chose. Donc, de toute évidence, je suis pas le seul à avoir une certaine déception. Honnêtement, moi, je trouve qu'on rêve à rien au Québec en ce moment. Je trouve qu'on a hâte à rien. Je trouve que les seuls qui ont un projet en ce moment, c'est les souverainistes, qui est de séparer le Québec du Canada. Et comme je l'ai mentionné sur plusieurs tribunes, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que c'est un projet qui est clair, qui est assumé, qui n'a pas de sens selon moi, mais qui est clair. La CAQ nous propose rien. La CAQ nous propose absolument rien en ce moment. Je les ai baptisés un gouvernement de checklist, c'est-à-dire qu'on coche un certain nombre de choses à faire. Mais quand vient le temps d'avoir une vision globale, puis un projet porteur, aspirationnel pour le Québec, ben, je trouve qu'ils sont pas au rendez-vous. Puis sur la question du Canada, ben, ils nous disent qu'ils veulent que le Canada fonctionne, mais à tous les jours posent des gestes de rupture, des gestes de confusion pour pas que ça fonctionne. Alors ça naît... Cet intérêt-là, pour moi, naît un peu de cette déception-là, mais c'est surtout un projet positif pour le renouveau du Parti libéral. C'est plus des choses positives qui me mobilisent, dans le fond, dans ce projet-là. Puis, à ce moment-là, si c'est pas les déceptions, pour toi, d'abord, ça serait quoi tes 3 valeurs ou les 3 enjeux? Parce que je trouve que au fil des années, je m'intéresse de plus en plus à la politique, puis la raison pourquoi que je te pose ça, c'est que je trouve que avec les années, il y a comme une forme
ça a toujours été un milieu plus avocat, puis tout ça. Il y a les constitutions, puis je trouve qu'on s'enfarge à une fleur du tapis, puis des fois, on crée très légal, des lois, des choses hyper complexes, que là, soudainement, ça devient un enjeu de société, quand il n'avait jamais eu un, il y avait quelqu'un qui était pas content ou des choses qui allaient moins bien. Mais là, on réinvente quelque chose de super complexe. Puis là, ben, les avocats sont là-dedans, puis là, ils veulent aller chercher les erreurs puis les failles, puis là, ça devient hyper complexe quand dans les faits, en tout cas, dans mon entourage, puis les gens que je côtoie, comme l'économie, la santé, l'environnement, il y a des choses de base qu'on s'intéresse à toutes. Puis c'est rare qu'on en entend parler. Fait que c'est pour ça que je serais curieux d'entendre de ton côté, au-delà de la loi 21, le 96, moi ça m'intéresse pas parce que c'est tellement complexe pour la majorité du monde, c'est pas ça qu'on veut entendre. Pour toi, qu'est-ce qui est important de dire ça? C'est quoi les 3 choses pour toi, les valeurs, les principales que tu voudrais changer? Écoute, il y a tellement de choses intéressantes dans cette question-là. Je pourrais filer pendant un bout. Je te dirais, premièrement, moi aussi, je partage ton désintérêt, je te dirais, pour les questions dans lesquelles on est toujours piégé ou on est toujours ramené par les médias, par les adversaires. Moi, je dis souvent qu'on va vouloir avoir des positions très claires sur l'immigration, la laïcité, le français. Mais moi, je veux pas seulement parler du projet de loi 21, du projet de loi 96. Je préférais qu'on parle de la 20, de la 40, de la 55, de la 132. Donc, vraiment du quotidien des Québécois. Puis je pense qu'il faut pas, je trouve ça intéressant ton point sur la surabondance de textes législatifs parce qu'il faut pas, comment je dirais, juger un gouvernement par le nombre de projets de loi qu'il fait. Parce qu'on se retrouve dans une situation, dans une société qui est souvent surréglementée et souvent aux dépens des PME, des entrepreneurs. Moi, il y a ce que j'appelle souvent un effet de sédimentation. On ajoute une petite couche de règlement ou d'obligation, puis à sa face même, ça a du bon sens, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça finit par faire... On vient jamais en arrière, puis souvent, j'ai l'impression que les ministres veulent avoir leur texte législatif, leur testament politique, si on veut. Et il y a des choses qui sont importantes, mais la cour est pleine. En tout cas, pour les entrepreneurs, puis je pense que pour les travailleurs de la santé, la cour est pleine en ce moment. Donc, je pense pas que c'est le prochain chef qui va faire le plus de pièces législatives qui va nécessairement avoir la faveur populaire. Je pense qu'il faut gérer les affaires courantes. Des fois, gérer l'actualité aussi, c'est un projet en soi aussi. Souvent, on parle toujours de ce qu'on veut bâtir de plus, mais il y a géré la maison au quotidien aussi, puis on le voit dans les réponses du gouvernement actuel. Souvent, les réponses sont très instinctives, plutôt qu'être assis sur une vision politique concrète. Puis c'est ça que on veut proposer au Parti libéral du Québec. Puis la raison pourquoi je me présente en politique, tu sais, évidemment, moi, j'épouse, si tu veux être chef du Parti libéral, il faut que les valeurs libérales traditionnelles t'interpellent. Puis ces valeurs-là, qui sont au nombre de 8 et 9 même avec la lutte au changement climatique que Dominique Anglade a ajouté, moi, je les épouse complètement. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. C'est des valeurs très modernes, d'ailleurs. Quand les jeunes me disent pourquoi on s'impliquerait au PLQ, est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est trendy d'être libéral? Mais je vous dirais, toutes ces valeurs-là sont extrêmement modernes et sont porteurs de futur. Fait que ça, pour moi, j'épouse ça. 3 raisons. La première, c'est avoir le plein potentiel économique du Québec en ce moment dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions. Je pense qu'on n'a pas ça en ce moment. De contribuer au renouveau dans l'offre politique au Québec. Renouveau générationnel aussi. Je pense qu'au Parti libéral, on est à la croisée des chemins. On en reparlera. Et la troisième chose, c'est répondre aux aspirations des régions. Alors, c'est beau de se dire candidat des régions, c'est beau de dire je suis déjà allé à Matane, j'ai un beau-frère qui habite à Chicoutimi. Mais concrètement, est-ce que les candidats vont comprendre les réalités, les aspirations des régions, puis ils vont avoir des mesures qui sont, j'ai envie de dire, personnalisées à chacune de ces régions-là? Parfois, reconnaître que le Québec, c'est un tout, mais que c'est aussi une courte pointe de plein de réalités différentes. Je pense que ça va être un enjeu de la campagne, puis j'ai très hâte d'en discuter. Parce que tu parles des régions, puis souvent, on le voit, puis on l'a vu un petit peu aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Oui, les pôles, Los Angeles, New York, les grosses villes ont peut-être été plus Harris, mais tout ce qu'on appelle les régions ont été 100% Trump. Fait que la couleur rouge le soir des élections sur les cartes était assez révélatrice. Il y a quelque chose, puis je pense qu'au Québec aussi, les régions, monsieur, madame, tout le monde est comme un peu écœuré de ce qui se passe. Puis je serais curieux je fais le parallèle avec Donald Trump parce que je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu entends derrière le message de l'élection de Donald Trump, parce qu'on entend juste du négatif au Québec, mais moi je pense qu'il y a quand même des choses de positives
dans sa plateforme qu'il veut amener au-delà du personnage. Ouais. Je pense que dans ses idées, il y a certaines choses positives, mais il y a surtout un message. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Je serais curieux de voir de ton côté. Je l'interprète de la même façon que toi, c'est-à-dire que je pense qu'au-delà du personnage, très difficile d'en faire abstraction, mais si on essaye de faire abstraction du personnage, qui est tout un personnage, c'est un certain rejet des élites. Mm-hmm. C'est un certain rejet des discours creux, des paroles apparemment rassembleuses, mais qui ne le sont pas nécessairement pour la majorité des gens. Alors, je suis pas certain que l'aiguille est aussi dans le rouge ici que là-bas, mais il faut pas se rendre là-bas non plus. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un discours qui va être le plus rassembleur possible. Puis moi, je pense que dans les candidatures à la chefferie du Parti libéral du Québec, les militants vont devoir cibler quelle est la personne qui peut essayer de rassembler le plus possible les militants d'un point de vue démographique, géographique, puis générationnel. Et ça veut dire d'avoir un candidat qui comprend la réalité des villes, la réalité des régions, puis je vais même t'ajouter la réalité de la ruralité. Mm-hmm. Parce que les enjeux qu'on a à Montréal sont pas les mêmes qu'à Sherbrooke. Tous les politiciens ont déjà dit ça dans leur carrière, mais les réalités qu'on a à Rouyn-Noranda et à Nord-Métal, c'est pas pantoute la même chose. Souvent, les argents, les médias, les nouvelles, les opportunités se rendent pas dans la ruralité. Mm-hmm. Là, je te parle même pas des Premières Nations et des Inuits, qui est encore plus un manque d'opportunités, d'après moi. Mm-hmm. Donc, il va falloir rassembler ces gens-là. Il faut faire attention aux étiquettes. Moi, j'entends des gens dire « ça nous prend absolument un candidat des régions, cette personne-là est de Montréal, cette personne-là fait ci, a fait ça ». Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver le sweet spot là-dedans, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience, qui comprend toutes ces réalités-là. Moi, j'ai habité en région pendant la moitié de ma vie. J'habite maintenant depuis peu en Estrie. J'ai habité à Montréal pendant 20 ans, puis je m'en cache pas. Et ça fait de moi, je pense, quelqu'un qui comprend les réalités régionales, mais en même temps qui a tout un réseau à Montréal. Alors, pour les gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui veulent absolument que le Parti libéral revienne dans les régions, moi, je leur dis oui, je suis le premier à vouloir ça, mais on ne gouverne pas le Québec sans Montréal. Il faut arrêter d'avoir un discours qui sépare cette réalité-là. Et avoir un réseau à Montréal, c'est avoir un réseau avec la communauté d'affaires, avec les différentes communautés linguistiques, culturelles. Tu sais, des monsieur, madame, tout le monde, il y en a à Montréal aussi. Mais il y a tout un espèce de florilège de réalité qui est vraiment, vraiment différent. Mais c'est des Québécois aussi. Il faut pouvoir les représenter. Mm-hmm. Puis tu parles de la ruralité puis les enjeux. Dans tout ça, moi, je me suis toujours dit que, on le voit, moi, je suis dans le milieu hospitalier, puis c'est la même chose, tu sais. Il y a des gens, quand il y avait la grève des infirmières, il y en a qui étaient, ça n'a pas de bon sens, telle chose, un autre à Bécomo, à Sainte-Justine, puis à Rouyn-Noranda, au même titre que qu'est-ce que tu parlais en frais de région, mais dans le day-to-day aussi, c'est pas les mêmes enjeux pour un infirmier puis une infirmière, selon l'hôpital que t'es. Puis, je trouve, ça c'est juste mon opinion, mais je trouve que dans la bureaucratie, dans la structure, si on passerait plus dans une décentralisation de tout ça, puis de donner à chaque région, à chaque MRC, plus de liberté dans leur choix de décision, de dire voici ton enveloppe budgétaire pour l'année, puis de là, occupe-toi de ça, comme le transport en commun. Parce que quand j'entends des chicanes de transport en commun de Montréal, je m'excuse, mais à part Montréal, il y a personne que ça intéresse comment que ça va le transport à Montréal. Tu sais, quelqu'un à Chicoutimi, le transport, il n'y a pas de problème dans sa vie, ça va bien, tu sais. Fait que là-dessus, je trouve que il y a cette, comment je pourrais dire ça, cette envie de dire oui, il faut faire un peu de tout, mais dans la réalité de chacun, ça serait pas à chacune des régions de décider ce qu'ils veulent pour eux autres mêmes? Encore une fois, c'est vraiment une excellente question parce que moi, je pense, parlons des faits. Tu sais, le gouvernement actuel a été élu avec 89 députés dans toutes les régions du Québec et on a une centralisation des pouvoirs en ce moment. On aura beau faire des annonces qu'on décentralise un certain nombre de fonctionnaires, tout ça, c'est très centralisé à Québec. Alors, si ça fonctionnait, cette façon de faire, ça se saurait et ça se jaserait partout au Québec. Or, ça fait 5 ans que je fais le tour du Québec à toutes les semaines dans les chambres de commerce et les régions n'ont jamais été autant en colère qu'en ce moment, et avec une écoute aussi faible. Alors, de toute évidence, le modèle actuel fonctionne pas.
Ce qu'il faut, je pense, oui, il faut décentraliser les décisions, mais il faut qu'on le fasse de façon intelligente. Il faut faire attention aux promesses qu'on va faire sans avoir consulté toutes ces régions-là. Parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des gens dans la Côte-du-Sud récemment, à Gatineau avant-hier, sur leur vision de la décentralisation. Il y a des gens qui voudraient que les CLD reviennent. Il y a des gens que la conférence régionale des élus, ça les intéresse. Il y en a d'autres qui voudraient avoir juste l'argent puis pas de trouble. Alors, il faut trouver une bonne formule. Je pense que clairement, la formule qu'on a actuellement ne fonctionne pas. Et il y a différents visages à ça. Puis tu as parlé du transport en commun. Je vais te donner un exemple. J'ai été faire une annonce dans le Bas-Saint-Laurent il y a 2 semaines parce que dans le Bas-Saint-Laurent, la presque totalité, je dirais 96 municipalités de la région, se sont entendues pour demander à Québec d'avoir le droit d'avoir une taxe sur l'essence, d'avoir quelques sous du litre d'essence pour financer le transport en commun. C'est une mesure qui serait plus acceptable, plus acceptée dans la région que les droits d'immatriculation. Et ça a déjà été fait dans la communauté métropolitaine de Montréal et en Gaspésie, où le gouvernement servait juste d'agent collecteur, ramassait le 1-2 cents et leur donnait. Et ils se sont fait recevoir par le ministre Girard, par le premier ministre, qu'il n'était pas question de faire ça. Or, moi, je pense que quand 96 élus d'une région s'entendent sur quelque chose, puis Dieu sait que c'est pas facile des fois de s'entendre, il y a quelque chose là. Ouais. Il y a la graine de quelque chose qui mérite d'être écouté. Puis c'est ça, reconnaître la réalité des régions. C'est pas juste faire un congrès politique à Victoriaville puis à Jonquière. C'est ça. Alors moi, je suis allé dire là-bas que avec moi comme chef au Parti libéral, on regarderait avec plaisir ce genre de choses-là. Même si ça pourrait peut-être faire de la jalousie dans les régions à côté, j'aurais envie de leur dire, mais organisez-vous aussi avant de vous faire organiser. Parce que dans la vie, on est toujours mieux de s'organiser avant de se faire organiser. Oui, puis tu parles un peu de cette taxe-là, mais un peu comme on voit là, dernièrement avec Trump, là, les annonces de tarifs, puis tout ça, puis on regarde notre exportation. Je lisais un article justement ce matin, puis dans tout je pense le top 10 des choses qu'on exporte au Québec, on a l'aluminium qui est comme l'équivalent de la 7e, un peu le bois, la 8e ou quelque chose comme ça. Comme, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on exporte dans les choses côté ressources naturelles. Puis tant qu'à moi, on aurait un gros potentiel à ce niveau-là. Mais ça serait aussi une façon de pouvoir financer les régions, selon moi. Tu sais, de pouvoir, parce que là, les tarifs, à l'inverse des tarifs, si on maximiserait ce qu'on a dans nos régions, mais qu'au lieu de toujours envoyer l'argent, que ces ressources-là plus d'argent resterait dans la région dans laquelle c'est pris, ça encouragerait aussi le développement. Puis au lieu de toujours envoyer ça ailleurs, au même titre que l'agriculture, les endroits qui ont plus d'agriculture, pourquoi que ces gens-là, ils gardent pas un plus grand montant de cette exportation-là au lieu de l'envoyer à tout le monde? Ça réfère à la consommation locale, ça réfère à l'autonomie industrielle, alimentaire, forestière. Donc, on a la chance d'habiter une terre exceptionnellement riche dans un endroit excessivement sûr du monde. Fait qu'on a 2 des plus grands privilèges que les humains ont sur Terre. Puis des fois, on se plaint beaucoup le ventre plein. Alors ça, il faut reconnaître ça. Et la stratégie de M. Trump en ce moment, on verra ce que ça va donner, mais tu sais, je veux dire, il y a clairement un jeu de négociation là-dedans. Oui, parce que ça va faire augmenter le prix des voitures, le prix de plein de trucs américains, parce que les composantes sont canadiennes. J'entendais ce matin, pour pas le nommer, à Paul Arcand, dire que pour un produit donné, exemple une voiture, le produit peut transiter jusqu'à 14 fois entre le Canada et les États-Unis avant que le produit soit fini. Donc, imaginez le bordel qu'on va avoir. Donc, il y a clairement une posture de négociation là-dedans. Mais la vitalité des régions va passer par un certain, je dirais, égocentrisme des régions. Il va falloir qu'on regarde comment on peut maximiser les opportunités financière, de main-d'œuvre dans nos régions avant de commencer à vouloir aller servir les autres régions puis d'aller servir le monde. Puis je pense que c'est ça que les Américains font. Ils le font de façon peut-être des fois un peu plus cow-boy, mais ils ont un certain patriotisme économique qui devrait quand même nous inspirer jusqu'à un certain point, je pense. Parce qu'on est des grands exportateurs, on est des grands partisans du multilatéralisme et du commerce international, mais il faut qu'on s'occupe de notre monde aussi. Si on a 5 régions sur 17 au Québec qui sont sur le bord de la faillite, on n'est pas plus avancé comme société, puis il faut qu'on s'occupe de notre monde avant. Ben oui, c'est certain. Puis tu parles du patriotisme économique, mais pour avoir déjà joué au hockey aux États-Unis puis d'avoir habité là-bas pendant plusieurs années,
sont juste aussi vraiment fiers. Ouais. Ce qui est la force et la faiblesse des États-Unis, c'est à quel point ils sont fiers d'être américains. C'est ce qui fait qu'ils sont puissants, forts, sont vraiment fiers d'eux. Ça les motive puis ça leur nuit des fois. C'est ce qui nous tape un peu ses nerfs à tout le monde de dire hey, là, ils se prennent pour qui. Mais en même temps, si je me mets dans une position de fierté ou même un peu ce que Donald Trump il fait, on n'est peut-être pas content. Mais lui, dans sa tête, il fait ce qui est le mieux pour sa gagne à lui. Puis je m'en fous des autres parce que nous autres, on est les meilleurs. Puis my way or the highway. C'est un petit peu la façon de voir des Américains. Puis c'est ce qui nous manque un peu au Québec, je trouve. Ben moi, je trouve qu'il y a deux types de fierté. Là. Il y a la fierté de discours et la fierté d'action. Moi, je trouve que ici, on est beaucoup dans la fierté de discours. Hein. Ouais. On se flatte puis on est donc fiers d'être fiers. Et c'est bien, mais on va être encore plus fiers si on a des actions concrètes qui prouvent qu'on a une plus grande richesse collective, qu'on a une meilleure protection de notre patrimoine, qu'on a du monde qui ont eu des idées ici puis qui réussissent à l'international. Puis des idées ou du talent, t'en es un exemple. Là. Toi, tu as commencé à jouer au hockey ici, puis finalement, tu as fini par jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ce que tu as réussi, toi, faut réussir ça aussi au niveau industriel, au niveau de tous les secteurs d'activité au Québec. Il ne faut pas attendre que les autres nous disent qu'on est bon avant de reconnaître puis de valoriser ça ici. Moi, j'appelle ça le syndrome Céline Dion. Céline Dion, avant que les Français nous disent qu'elle était bonne puis qu'elle ait la plus longue run à Las Vegas, on la trouvait sympathique ici. Mais à partir de ce moment-là, là, c'est devenu la plus belle chose après le pain tranché. Or, il y a des inventions qui sont faites ici en ce moment et que tant qu'ils n'ont pas gagné un prix en Allemagne ou en Corée du Sud, on ne reconnaît pas la valeur de ça. En achetant ce produit-là ici, que le gouvernement valorise cette compagnie-là, fait que ça, il faut faire ça davantage. Ça, c'est de la fierté économique, pas mal plus pragmatique. Puis on parle beaucoup d'économie, mais je pense que c'est important d'en parler parce que je trouve que le gouvernement, quand souvent il tague le Parti libéral, c'est le parti de l'économie, d'être un parti de pas de l'économie dans ma tête, ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens que le seul parti de l'économie, ce soit le Parti libéral. Ça marche pas, puis il y en a justement des partis qui ne sont pas de l'économie, puis ça marche pas leur affaire. Exact, mais tu sais, dans ma tête, ça fait aucun sens de dire, nous autres, on n'est pas un parti de l'économie, mais c'est comme tout l'argent que vous gérez comme peu importe qui t'es, il faut que tu sois un parti de l'économie, sinon ça va pas, peu importe ce que tu vas offrir à c'est parce que la posture de base d'un gouvernement, c'est de gérer les finances publiques. Donc, on a 125 milliards de revenus. C'est ça qu'il faut gérer. Et il faut davantage gérer l'argent des Québécois que gérer la vie des Québécois. Et ça, il y a tellement de partis politiques qui tombent dans le panneau de se penser justement le roi et maître de la vie des gens. Il faut poser des règles du vivre ensemble, il faut bien gérer les finances, il faut prendre soin de ceux qui ont moins de chance que les autres, mais le reste, c'est pas trop des affaires du gouvernement. Et c'est ça, les gens appellent ça parfois une réflexion de droite. Moi, la figure que j'ai trouvée, c'est de dire qu'on a le portefeuille à droite, mais on a le cœur à gauche. Parce que quand on a des recettes fiscales de qualité, en abondance, c'est comme ça qu'on finance les programmes sociaux, puis le progrès sociétal au Québec. Puis ça, c'est des mesures qui sont pas propres à la gauche. Moi, ça me fait toujours rire là, quand on associe le Parti québécois et Québec solidaire aux grands programmes sociaux. Je m'excuse, la plupart des grands programmes sociaux du Québec, ça vient du Parti libéral du Québec. Ça a commencé avec Adélard Godbout, Jean Lesage, même Tachereau à l'époque, Jean Charest. Donc, arrêtez de dire que les partis plus de gauche ont un plus grand cœur. C'est pas vrai. Mais pour avoir un grand cœur, il faut avoir le moyen de se payer ça. Et ça prend des politiques de développement économique qui sont plus associées à la droite. Non, c'est sûr. Puis on le voit un peu, je pense que c'est à Londres, je lisais de quoi qui disait que c'est la plus grande exil de millionnaires pro rata par personne au monde, c'est à Londres. Comme c'est le plus c'était en Chine, je pense qu'il y a comme 15 000 millionnaires qui sont partis, mais au prorata, Londres, je pense que c'est 3% de la Chine en frais de population, puis les autres, c'était 9 000 millionnaires qui sont partis. Puis moi, dans des amis que j'ai, des gens qui sont dans le monde des affaires, il y en a plusieurs qui partent du Québec parce qu'ils sont écœurés de voir leur argent. Puis c'est pas parce ils veulent pas en donner de l'argent, c'est juste que tant qu'à en donner à quelque part, je vais avoir des services, puis je vais être bien encadré. Fait que de toujours taper sur les gens qui ont des sous, ça fait qu'ils s'en vont en Alberta, ça fait qu'ils s'en vont en Floride, puis on se ramasse que on veut en donner des services à plein de monde, mais si on n'a pas d'argent pour le faire, malheureusement, on pourra pas les offrir ces services-là. Fait que qu'importe la richesse qu'on a, puis ceux qui sont millionnaires ont un privilège
sans nom. Ils sont très peu, puis grand bien leur face, mais ce sont souvent des vecteurs d'investissement, des vecteurs d'innovation dans le secteur privé. Il faut continuer de valoriser ça au Québec. Évidemment, on veut toujours augmenter la qualité de vie de la moyenne de tous les Québécois, mais il faut faire attention de pas se priver de ces talents-là qu'on a et qui ont réussi dans la vie. Parce que quand on est un entrepreneur, et ça on a tendance à l'oublier, quand on est un entrepreneur, on investit, souvent on part de zéro, là, très souvent, on part de zéro, on investit de l'argent, on prend des risques, on investit du temps, mais c'est normal de faire de l'argent si ça fonctionne. Ce n'est pas condamnable de réussir en affaires. Et ça, il faut enlever ça du discours politique en ce moment. Après ça, il faut que les gens paient leurs impôts, il faut qu'ils soient des citoyens exemplaires. Mais il faut qu'on valorise davantage le succès au Québec parce que le succès privé, ça devient le succès public parce que ça devient une manière d'investir pour protéger ceux qui ont moins de chance. Parce qu'il va malheureusement toujours y avoir un certain gradient de qualité de vie. Je veux dire, on va essayer de rapetisser ce différentiel-là le plus possible, mais les gens ont des opportunités X, Y, Z dans la vie, puis réussissent ou réussissent moins. Ça fait quand même quelques milliers d'années que c'est comme ça. Non, exact. Puis on parle d'investissement, d'économie, mais il y a quand même une capacité, puis c'est peut-être une question un peu terrain glissant, mais on parle toujours, il faut mettre de l'argent là-dedans. Moi, une chose que j'entends jamais personne dire, c'est on va couper où? Parce que quand ça va pas bien puis que tu as un déficit de 11 milliards, si moi je devais 11 milliards chez nous, il y aurait quelqu'un qui me dirait, Yannick, on va s'asseoir, on a besoin d'une petite restructuration financière, il va falloir que tu coupes à des places. Puis ça, c'est une question que c'est peut-être pas le fun à se faire poser, mais il y a quand même des choix qu'il faut faire. Puis je serais curieux de t'entendre sur quelle façon que tu aurais de un peu couper puis de rentabiliser un peu mieux notre budget au Québec pour pouvoir investir ailleurs par la suite. Mais il y a assurément un endroit qu'il faut un peu en enlever. Ben, c'est clair, puis ça me fait... Tu l'as bien posé la question, parce que qui a un budget déficitaire dans sa vie personnelle, dans ses loisirs, au travail, puis qui agit pas, puis qui promet de pas faire de coupure ou de pas regarder les dépenses? C'est complètement irresponsable. Alors pourquoi on tolère qu'il y ait des politiciens qui nous disent ça? Alors moi, c'est certain qu'on va faire une révision de certains programmes, qu'on va essayer de voir s'il y a des efficiences à aller chercher. Je veux dire, je me méfierais d'un politicien qui me dirait exactement l'inverse. Donc, oui, on va regarder certaines dépenses. Puis le gouvernement actuel le fait, là. Il veut pas parler de rigueur, il veut pas parler d'austérité, mais c'est jouer sur les mots parce que, regardez, en ce moment, là, il y a plein de projets d'infrastructure qui sont stoppés. C'est de plus en plus compliqué d'acheter un ballon dans une école primaire. Vous voyez ce qui se passe en santé. Là, on veut revoir les tarifs avec les médecins pour la télémédecine. Donc, tu sais, ce sont tous des manières d'aller optimiser les revenus. Donc, ça, évidemment... un peu d'hypocrisie là-dedans. Mais je pense qu'il faut surtout travailler sur le numérateur. Il faut générer davantage de recettes fiscales pour le gouvernement. Puis évidemment, ça ne sera pas en augmentant les impôts. Donc, ça va être en ayant davantage de développement économique. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre des conditions gagnantes pour que les gens aient envie de se partir en affaires, envie de faire venir des filiales internationales ici, envie d'utiliser toutes les richesses qu'on a au Québec. Et il faut laisser ensuite les gens réussir ou se planter par eux-mêmes. Alors moi, une chose à laquelle je voudrais mettre fin, c'est le paternalisme économique qu'on a en ce moment. J'ai l'impression parfois que dans les dernières années, il y a 3-4 personnes dans un bureau qui ont un peu décidé qui allait réussir, qui allait moins réussir dans certains secteurs d'activité. Évidemment, il y a eu la pandémie qui s'est rajoutée à ça, mais il y a des secteurs qui ont souffert de la préférence politique dans certains secteurs d'activité dans les dernières années. Puis je pense pas que c'est au gouvernement à faire cette sélection-là. S'il y a des secteurs qui grossissent et qui fleurissent au Québec parce qu'on a du bon monde là-dedans ici, il faut qu'on leur donne des conditions pour réussir. Donc ça, c'est sur l'entrepreneuriat. Puis je terminerai en parlant du repreneuriat. Parce que c'est bien beau créer des nouvelles affaires, mais il faudrait pas perdre ce qu'on a déjà créé. Puis au Québec, on est dans le pétrin. En ce moment, avec ça, il y a près de 25 000 entreprises en ce moment qui sont à vendre. On a environ 275 000 entreprises environ au Québec, des PME. Donc, c'est près de 9 % des entreprises qui sont à vendre. Je pense qu'on doit avoir des mesures claires pour dire on va pas en échapper une là-dedans. Parce que ces entreprises-là, s'ils sont pas repris, ben, soit ils ferment, soit ils passent à des mains étrangères. Et souvent, ces entreprises-là, ben, c'est ça le tissu économique régional
au Québec. C'est eux qui financent, tu vas être content, les équipes de hockey locales. C'est eux qui achètent de la pub dans le journal local. C'est eux qui commanditent un paquet de trucs en région. Fait que ces entreprises-là, il faut les sauver. Et le nœud entrepreneurial au Québec, c'est ça. C'est pas Nordvolt. J'ai rien contre Nordvolt, mais ils ont une place disproportionnée dans les finances, dans les médias, puis dans l'économie du Québec par rapport à ce que c'est vraiment le Québec Inc. en ce moment. Mm-hmm. Et ça nous ramène quand même aux régions, parce que tu sais, souvent, ces petites entreprises-là, il y en a sûrement à Montréal, il y en a sûrement dans les grands centres, mais il y en a beaucoup en région parce que c'est pas évident, puis moi, c'est toujours les plus gros employeurs en région, alors qu'à Montréal, c'est pas souvent le cas. Mais exact. C'est là que je trouve que c'est doublement important, puis tu parlais de faut pas augmenter les impôts, mais pourquoi pas les diminuer, les impôts? Je sais que dans nos têtes, des fois, les gens, là, faut augmenter les impôts, on va aller chercher plus d'argent, puis j'ai l'impression que un peu la CAQ, ce qu'ils font, c'est ils donnent des jobs de fonctionnaires, ça a l'air d'augmenter le niveau de vie, la qualité de vie, mais c'est pas nécessairement là l'argent où ce qu'il faudrait qu'elle aille. Puis en même temps, on aime ça, nous autres, les taxes, fait qu'on crée des jobs qui valent plus cher, fait qu'on ramasse plus de taxes, mais ces jobs-là qu'on crée, j'ai pas l'impression que c'est des jobs qui sont sur le plancher des vaches, qui amènent vraiment un quelque chose à la société tant que ça. Oui, ça paraît bien, mais de donner un congé d'impôt aux gens qui le méritent, selon moi, ça serait pas une meilleure façon de faire? Moi, je suis pas fermé à ça, mais en toute honnêteté, j'ai pas accès à toutes les données en ce moment pour promettre ce genre de choses-là. Mais clairement, il n'y aura pas de hausse du fardeau fiscal. Je veux dire, déjà, la charge fiscale au Québec, elle est à la limite du tolérable, plus. Alors, on peut assurément regarder ça, mais je suis pas certain qu'on serait crédible en ce moment de promettre une baisse d'impôts alors qu'on n'a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire de la part du gouvernement actuel. Puis encore moins fédéral, là, je vous rappelle qu'une fédérale, c'est nous autres aussi. Et regardez la prolifération du nombre de fonctionnaires fédéraux. C'était dans le journal de Québec et de Montréal récemment. Il n'y a personne qui est à l'aise avec ça, là. Les dizaines de milliers de fonctionnaires supplémentaires, alors que les services sont en chute libre. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute a eu une belle expérience à aller chercher son passeport récemment avec les différents services que le gouvernement... Donc, les gens se demandent, écoutons, ces 50 000 personnes-là de plus, qu'est-ce qu'ils font? Puis en quoi ça a amélioré les services? Puis souvent, la réponse, c'est pas beaucoup. Alors, je peux comprendre le cynisme des gens. Donc, moi, je veux pas promettre ça à ce stade-ci, mais c'est certain que la charge fiscale, en ce moment, c'est un gros désincitatif à venir s'établir puis à venir réussir au Québec en affaires. Ça, pour moi, c'est évident. Alors, à terme, quand on va avoir un plan de retour, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer. Mais pour revenir à ton point, moi, je pense que les baisses d'impôts, donc pas des récompenses, parce que c'est notre argent, mais des soulagements fiscaux directs sur le câble, direct dans le rapport d'impôt, c'est pas mal plus honnête et structurant que des chèques ici et là. Ben oui. Ouais, puis en plus, la Poste est en grève, donc il y a plein de gens qui ont encore sur leur chèque. Mais tu parles de ça, puis une des réflexions que j'ai eues quand j'ai vu Justin qui annonçait là, les 2 mois de congé de taxes pour les trucs essentiels. Moi, une des questions que je me suis toujours posée, puis que j'ai jamais eu la réponse, pour moi, l'électricité, c'est un service essentiel. Est-ce qu'on est d'accord que l'électricité, en 2024, c'est un besoin fondamental dans nos vies? Mais plus que de la bière et du vin. Comment que on peut taxer un service qui nous appartient, que c'est à nous, c'est pas une entreprise, qui est un service essentiel pour se chauffer quand on sait que ça coûte. On est prêt à le payer, ce qu'on consomme. Mais de nous taxer par-dessus quelque chose qui est déjà à nous, moi, j'ai jamais compris, puis je comprends pas comment que ce service-là n'est pas considéré comme un service essentiel. Pourquoi qu'on taxe notre électricité? Je comprends pas. Ben, j'ai pas la réponse à ça, mais tu poses une bonne question parce que c'est c'est à nous, en fait. C'est notre richesse terrestre, c'est notre richesse territoriale. Il faudrait voir l'impact, par contre, parce qu'on est dans un contexte de contraintes budgétaires assez important. Je comprends. Mais c'est des idées, tu sais, les concepts que tu amènes sur le fardeau fiscal, sur les taxes sur les services essentiels, c'est des choses que si on avait un gouvernement qui était à l'équilibre budgétaire en ce moment, c'est des choses qu'on pourrait conceptuellement amener politiquement qui seraient vraiment, vraiment intéressantes, puis qui répondraient aux aspirations des gens
qui sont écœurés de payer puis de pas avoir accès aux services. Parce que c'est concret, tu sais, je veux dire, effectivement, ton bill d'électricité, crème, pas de taxes, chauffe 100-200 piastres par année, crème, ça paraît. S'il n'y en a pas sur la nourriture, pourquoi qu'il y en a sur l'électricité? Ça parlerait plus qu'exemple les baisses de taxes scolaires ou des droits d'immatriculation qui ont l'air des cadeaux, alors que l'électricité, c'est pas un cadeau, c'est notre propriété collective. C'est essentiel. Puis en plus, c'est que c'est assurément un des besoins les plus essentiels, parce que tu peux passer une couple de jours l'hiver sans manger, une couple de jours sans chauffer l'hiver. Je pense que on se rend compte mais c'est un bon point. Mais Yannick, il va falloir que tu te présentes en politique. Ça fera l'objet d'un autre épisode, mais il y a quelque chose là. Mais pour l'instant, le rabais qu'on a, c'est sur un paquet de trucs dits essentiels par le gouvernement Trudeau. Je pense que les gens... Personne va être contre avoir un rabais dans le temps des fêtes, mais c'est vraiment quelqu'un qui a jamais travaillé dans le commerce de détail qui a pris cette décision-là. Parce que faire tous ces changements-là sur des produits pigés ici et là dans un commerce pour 60 jours, là, on dit 2 mois, mais c'est 60 jours, honnêtement, ça fait aucun sens logistique. J'étais à Gatineau avant hier. Là, je vous passe la situation que ça cause là-bas parce que les gens vont aller magasiner en Ontario parce qu'avec la taxe de vente harmonisée, ça revient encore moins cher. Donc là, tu as un paquet de détaillants en Outaouais qui ont peur de rater leur saison des fêtes parce que les gens vont aller magasiner l'autre bord de la rivière des Outaouais. Honnêtement, c'est un bordel sans nom, cette affaire-là. Mais c'est un peu ça que je déplore. Tu parlais du manque de vision. Mais tu dis on n'a pas hâte à rien, puis je reviens à ça parce que je trouve ça vrai, puis je trouve ça beau. On a hâte à quoi? On n'a pas de projet, on n'a pas de vision, mais dans tes éléments porteurs, des choses que t'aimerais, que t'envisagerais qui seraient dans tes trucs forts pour toi, qu'est-ce qui serait que tu nous donnerais hâte que t'arrives au pouvoir puis de voter pour toi? Alors évidemment, si je dis qu'on n'a pas de rêve, c'est parce que je vais en avoir à proposer. Puis le problème qu'on a, c'est que cette course-là, elle est très longue. Alors évidemment, elle va se lancer au mois de janvier, fait que je vais me garder quand même un certain nombre de trucs. Mais pour moi, c'est clair que je veux que les gens puissent être heureux, bien, avoir une équité des chances partout au Québec. Puis en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, que ce soit pour des questions de transport, que ce soit pour des questions d'accès aux services, que ce soit pour des questions de valorisation du territoire, il y a des places au Québec où c'est plus facile d'être heureux et bien. Alors, on a un pays on a une province qui est 6 à 8 fois la grosseur de la France. Donc, je comprends qu'on a un territoire immense, mais en même temps, en 2024, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Exemple, je vais donner un exemple. Comment c'est compliqué aller à Gaspé? Comment, quand tu n'as pas de véhicule ou tu n'as pas un permis de conduire, parce que c'est deux projets différents, c'est compliqué d'avoir accès au territoire. Comment c'est compliqué de valoriser notre patrimoine au Québec? Le gouvernement voulait proposer des espaces bleus puis faire des nouveaux musées de ci, de ça. On en a déjà plein de témoins de notre histoire sur le territoire. Ça s'appelle notre patrimoine bâti. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on va? Tu es sûrement déjà allé en France ou en Angleterre. Tu as dépensé 2, 3, 4 000 $ pour aller en vacances là-bas. Puis qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le train. Je suis allé dans des restos, je suis allé dans des musées, je suis allé voir des églises, puis je suis revenu en me disant, mon Dieu, que ce peuple-là a une histoire fantastique. Je m'excuse, mais on a tout ça ici. On n'a pas la même histoire, mais on a une histoire. Puis je trouve qu'on la met pas assez en valeur. Puis si on veut donner accès, puis donner envie aux gens d'aller à la rencontre de notre territoire, il faut y avoir accès plus facilement. Fait que ça, c'est un point qui, pour moi, puis ça, je me fais parler beaucoup de ça en région. Il y a beaucoup de régions qui sentent que si leur truc passe pas par Montréal ou Québec, ça sera pas aussi bénéfique que s'ils habitaient justement autour de Montréal et de Québec. Alors ça me préoccupe. Ce qui me préoccupe aussi, c'est les conditions de vie puis les enjeux sociaux chez 2 groupes particuliers de gens. Premièrement, les itinérants. Moi, je pense qu'avant, ça, c'était un enjeu qu'on retrouvait sur Sainte-Catherine ou dans le Mail-Saint-Roch à Québec. Et maintenant, c'est quelque chose qui est répandu, malheureusement, un peu partout dans nos villes, même dans certains villages au Québec. Et il y a beaucoup d'impact à tout ça. Et les municipalités, souvent, ne savent pas quoi faire et n'ont pas les moyens de gérer ça. Alors ça me préoccupe beaucoup pour une partie de la population. Puis l'autre partie, à l'autre bout du spectre, c'est les aînés. Moi, je pense qu'on peut faire rêver nos aînés.
au Québec davantage, puis on peut en prendre soin beaucoup mieux que ce qu'on fait en ce moment, puis il va y avoir plusieurs façons de le faire. Puis, ce sont des mesures qui vont évidemment aider les aînés, qui vont aider les parents, qui vont aider les petits-enfants, qui veulent profiter au maximum aussi de leurs grands-parents. Je te dirais juste en guise de résumé que, tu sais, ce qu'on voit dans les pays scandinaves, ce qu'on voit au Japon, où ça a l'air d'être le fun de vieillir. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire ça ici au Québec. On a une expertise, on a cette mentalité-là du lien familial qui est très, très forte, le clan, la patrie. Il faut qu'on travaille là-dessus parce que ça devient un groupe de plus en plus important et les conditions se détériorent. Non, c'est certain. Puis j'ai fait un podcast il y a quelques semaines avec le président des syndicats des prisons fédérales au Québec. Oui. Puis les services que les détenus ont droit, les services des travailleurs sociaux qui font 100 000 par année pour aller jouer aux cartes avec des détenus, de la zoothérapie, écoute, en 24 heures des services de psychologues, écoute, name it, là, c'est sans fin. On a l'argent pour ça, mais pas pour en mettre dans nos aînés. Moi, écoute, quand je l'écoutais parler, j'étais assommé, j'en revenais pas de me dire, c'est ça nos valeurs. Tu sais, je comprends que c'est là que je disais des fois la loi, les constitutions, ça vient de la loi 83, je pense, ou je sais pas trop quoi, du gouvernement fédéral. Ouais. Puis à cause de cette loi-là, ben là, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est bon aussi pour les prisonniers, mais à quel point que dans nos valeurs de société, on priorise les pires criminels, faut se le dire. Là. En prison fédérale, c'est pas mal les pires criminels qu'on a au Canada versus des aînés qui ont fait leur affaire, qui ont pris soin toute leur vie. Tu sais, c'est difficile à entendre, puis il y en a beaucoup d'exemples comme ça qui font pas de sens à mes yeux. Là, tu sais, ben ça, t'images bien une iniquité qu'on a dans le système actuel, puis je pense pas qu'il faut diminuer nécessairement la prestation de services en prison. Il faut augmenter la prestation de service dans le reste, parce qu'effectivement, il y a bien des gens en liberté, je vais dire, qui voudraient avoir accès à des psychologues, à des services de soutien, comme on voit dans nos prisons. Mais le fait que tu parles de ça, ça m'amène aussi à parler de la sécurité en général. J'espère qu'on va parler de ça dans la campagne, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, il ne faudrait surtout pas penser qu'on est exempt de cette espèce d'inquiétude latente, je dirais, là, qu'on a dans plusieurs sociétés. Je trouve que le sentiment d'insécurité, il grandit. Je veux pas être à Montréal, pas plus tard que la semaine passée. Vendredi, là, quelqu'un qui aurait regardé ça sans lire c'était où, je suis pas certain que les gens auraient dit Montréal en regardant certaines photos, et pourtant c'était à Montréal. Alors, moi, je pense qu'il faut se questionner sur comment on ne se rendra pas à un niveau d'insécurité qui va causer des enjeux. Alors moi, quand j'entends certains partis politiques qui veulent définancer la police, je veux dire, les cheveux me dressent sur la tête, là. La stabilité, la sécurité, c'est des privilèges qu'on a et qu'il faut continuer d'entretenir ici. Puis ça passe par un financement adéquat de nos forces de sécurité. Ça, pour moi, c'est très important. Aussi pour leur permettre de faire leur travail de la meilleure façon aussi, parce que quand on coupe, des fois, on coupe dans des endroits qui font pas de bon sens, puis ça les met aussi en danger. Les autres, des fois, on n'est pas content d'avoir un ticket de vitesse, mais ça va plus loin que ça, qu'ils mettent souvent leur vie en danger pour nous protéger, puis c'est pas valorisé. Puis je pense même des fois, j'avais entendu juste la différence entre Montréal et Québec. Il y a une grosse mentalité côté, justement, on définance c'est plus une mentalité encore plus à Montréal comme ça versus Québec. Puis tu sais, il y a des enjeux. J'ai des amis police qui me disent c'est pas si pire à Québec à comparer de Montréal, mais tu sais, ça reste que c'est pas le meilleur moment pour être une police, c'est pas maintenant. Là. Puis pourtant, ce que je cherche, c'est les mêmes lois sur tout le territoire, donc il faudrait qu'on puisse les mettre en application de la même façon aussi, puis avec des moyens similaires. Donc ça, on n'en parle pas souvent de ça au Québec, je trouve. Tu sais, peut-être dans les milieux plus de droite, on parle beaucoup de ça. On en parle beaucoup dans le reste du Canada. C'est tellement une idée radicale. Là. C'est tellement radical d'être en sécurité. Hein, c'est ça, exact. Mais c'est pour ça que les podcasts, c'est important, puis c'est pas pour te lancer une fleur, mais la forme longue permet justement d'avoir des discussions comme ça,
dans une clip, je me serais jamais rendu à te parler de sécurité parce que on veut évidemment parler des choses qui sont d'actualité, mais ça, faudrait pas se ramasser à ce que ce soit encore plus d'actualité. Non, exact. Puis dans les choses qui sont importantes pour moi, que je voulais parler avec toi, évidemment, le sport, pour moi, la santé, c'est quelque chose qui me passionne, ça a toujours fait partie de ma vie. De ton côté, j'avais entendu, je pense, une entrevue à un moment donné, tu disais que tu es un joueur de curling. Y a-tu d'autres sports tu veux rire de moi, là? Ou, non? Non, mais c'est... Non, je joue au curling, ouais, c'est ça. C'est un sport exigeant, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais disons que c'est pas là que je me dépense le plus, effectivement. Moi, je suis un coureur. OK. Je fais du ski de fond, du ski alpin, un peu de tennis. Je suis pas un joueur de hockey, alors mais ça tombe bien parce que le Canadien ne cherche pas un nouveau coach. Non, donc je pense qu'on est. Mais il y aurait besoin de joueurs, par exemple. Il y aurait besoin de joueurs. Mais là, ça, je pourrais pas fournir. D'ailleurs, de toute façon, je trouve que les politiciens souvent se mêlent un petit peu trop de sport. Là, c'est des gérants d'estrade de luxe. Mais c'est sûr que le hockey, c'est le sport le plus rassembleur au Québec. Là. Ça changera pas. Puis c'est magnifique comme ça. Moi, il y a un autre sport que je pratique pas. Certains diront que c'est pas un sport, mais que j'aime et que les gens sont toujours surpris de voir que moi, c'est la lutte. OK. Écoute, j'adore ça. Puis la lutte gréco-romaine ou la WWE? Non, la lutte Hulk Hogan, cool, et leurs descendants. Ouais. Moi, je trouve que c'est du théâtre extrême. Je trouve ça extrêmement divertissant. Puis souvent, le party est plus dans la salle que sur le ring. Ouais. Alors, souvent, j'amène des gens. Moi, j'ai souvent amené des gens à découvrir le curling puis la lutte. Okay. Les gens sont toujours surpris que c'est la même personne. Mais je trouve que socialement, il y a une espèce d'effervescence. Il y a quelque chose qui est vraiment le fun. Puis il y a beaucoup de lutte maintenant pour les gens de Québec au diamant. Okay. Parce que Robert Lepage, il en fait 4 à 5 galas par année. Alors, je suis allé à plusieurs de ces galas-là. C'est la NSPW de Québec qui est là. Puis le slogan du diamant, d'ailleurs, ça me parle beaucoup, moi. C'est de la lutte à l'opéra. Parce que moi, je suis un grand fan aussi de culture, de théâtre, de musique. Mais il y a plein de façons de faire des spectacles, puis la lutte, c'en est un bon. Alors, ça fait toujours rire mes amis quand je leur parle de ça. Ouais, c'est vrai que c'est un divertissement moi, j'ai eu une phase que j'écoutais beaucoup la lutte un petit peu plus jeune, dans les années de The Rock, puis Steve WrestleMania. Exact. Ça a été... C'était des belles années, puis j'ai écouté le document. Il y a une série sur Vince McMahon sur Netflix en ce moment qui est excellente. C'est ça que j'allais te dire, je sais pas si t'as écouté ça, mais c'est fascinant de voir ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a pu accomplir? Je sais que là, il y a eu des comme. Oui, c'est pas tout rose, là. Loin de là. Mais... Exact. Mais c'est quand même fascinant de voir comment il a su s'adapter, rider les vagues, tu sais, le TNT, puis tout ça, c'était fascinant. Compétition avec Turner, le propriétaire de CNN. Exact, c'était vraiment. Donc, et là, tout est dans tout, comme on dit. Sa femme vient d'être nommée secrétaire de l'éducation du gouvernement Trump. Ah oui, OK. Linda McMahon. Ah oui, je savais pas. Elle va être proposée au Sénat, donc elle va diriger l'éducation aux États-Unis, imagine-toi donc. Alors, un autre théâtre extrême. Oui, c'est ça. Mais Donald Trump, dans le Vince McMahon, on le voit qu'il va là, puis il parle. Puis une des choses, moi, ça m'a frappé... quand j'écoutais le documentaire, puis je l'ai vu là-bas, puis il parlait sur la reine... Puis c'était exactement le même gars. C'est le même gars, hein, mais... qui est aujourd'hui, tu sais. Puis je pense que des fois, il a le don de se mettre les pieds dans la bouche pour il dit des niaiseries, puis il a fait des choses qui assez douteuses dans sa vie. Mais je pense qu'on le prend toujours trop au pied de la lettre. Mais s'il y a une chose c'est qu'il est lui-même, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui déstabilise les gens, parce qu'en politique, on n'est pas habitué de voir une personne vraie. Qui dit ce qu'il pense. Qui est pas cassette, en fait. Exact. Il n'y a pas le narratif qu'on est habitué d'entendre. Puis ça, je pense que ça dérange. Puis là, les gens, il y a le doigt sur le piton. Puis comme, il n'y a pas le doigt sur le piton. Là. C'est pas, ça arrivera pas. Là. Son discours, il est anti-guerre plus que l'autre côté, beaucoup plus. Mais tu as raison que toutes ces apparitions en WrestleMania, c'est le même gars. C'est le même gars. Il part. Puis, faudrait que nos élus actuels réécoutent quelqu'un WrestleMania là, pour essayer de comprendre le personnage. Ça, je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Non, mais c'est parfait. Mais c'est peut-être ça qui va différencier. C'est un spectacle ambulant. Puis à la limite, c'est pratiquement un compliment que je lui fais parce que c'est quelqu'un qui... c'est un grand communicateur, là, on va se le dire, pour pouvoir parler, parce qu'il a pas seulement remporté, il a tout remporté, là. Il a remporté les États, il a remporté le vote populaire, alors j'ai pas à être d'accord ou pas avec ça. C'est une victoire claire, c'est les Américains l'ont choisi, et nous, comme Canadiens, comme voisins immédiats, on va devoir gérer ça habilement. Puis là, tu te fais élire au Parti libéral, tu deviens premier ministre du Québec, puis là, tu rencontres Donald Trump.
qu'est-ce que tu dis à Donald Trump, ta première rencontre? Est-ce que tu lui serres la main comme lui il fait? Ça doit comme avec Macho Man. Ça doit être quand même spécial d'arriver dans des situations comme ça. Tu sais, ça reste que avant d'être premier ministre, président, on est un peu personne. Puis du jour au lendemain, tu te fais mettre dans un siège comme ça. Ça doit être quelque chose de... Tous les politiciens ont une espèce de... En anglais, on dit un coming of age. Je veux dire, c'est qui a une croissance que les gens apprennent à aimer leurs politiciens, mais le politicien apprend à se faire aimer puis à se faire confiance lui-même aussi. Il y a un processus personnel derrière ça. T'sais. Il y a 5 ans, je m'aurais pas vu assis ici. Pourtant, ça fait 25 ans que je parle de politique puis que ça me passionne. Mais les déclics qui font en sorte qu'un jour, tu vois, ben ça marche ou ça fonctionne pas. Même pour Donald Trump, justement, il a sûrement vécu ça aussi. Justin Trudeau, je veux dire, il a vu son père réussir. Après ça, il est allé avoir une carrière comme enseignant. Puis soudainement, ben là, il est devenu le premier ministre. Puis ça fait 9 ans que ça dure. Alors, il y a tout un processus en arrière de ça. Mais écoute, si quand je rencontrerai M. Trump... je vais peut-être me rappeler de l'importance justement de faire partie du Canada. Je pense que c'est dans les relations internationales qu'on voit la force qu'on peut avoir quand on se parle et qu'on se comprend au Canada, parce qu'on est quand même une puissance mondiale. On est un pays du G7. On est des pays qui a les meilleures statistiques, que ce soit économique, politique, de démocratie, de ressources naturelles, dans l'OCDE, même dans l'ONU. Alors, moi, je voudrais beaucoup qu'on discute de ces sujets-là en meute canadienne, ensemble. Et c'est là que le Conseil de la Fédération, qui a été créé par Jean Charest, d'ailleurs, prend tout son sens. Puis d'ailleurs, aujourd'hui même, où on enregistre, les premiers ministres vont se rencontrer avec M. Trudeau pour j'espère décider de certaines orientations à prendre compte tenu de M. Trump. La force du Canada, elle devient importante dans des situations comme ça, je trouve. C'est là que je suis content d'appartenir aussi à quelque chose de plus gros et de plus imposant sur la scène internationale, même si on est une partie essentielle du Canada, on peut compter sur les autres pour avoir encore plus d'impact, d'après moi. Fait que j'en comprends que si toi t'es chef du Parti libéral, il n'y aura pas de référendum à ton premier mandat. Là. Confirmé. Okay. Ni au deuxième. Parfait. Puis on peut avoir des référendums sur d'autres choses. Hein. Le terme est galvaudé, ceci dit. Là, je m'avance pas trop là-dessus, mais l'idée de consulter la population, c'est pas vilain. Mais les consulter sur quelque chose dont on semble connaître la réponse, pas nécessairement. C'était une des questions que j'avais pour toi aussi. Moi, une des choses que je trouve qui est désolant, qui est vraiment plate au Québec, mais je pense que c'est un peu partout, c'est que justement, on n'est jamais consulté. Puis moi, ce que j'aimerais, peut-être ça sera pas possible, mais moi, tu n'aurais pas le droit de faire une nouvelle loi si elle n'était pas proposée quand on t'a élu. Si tu arrives et tu dis, voici les sujets que moi je veux traiter, la vie, là, c'est pas une catastrophe là, en ce moment. Là. On est capable de vivre sans nouvelle loi. Il n'y a pas personne qui va mourir ou il n'y a rien qui va arriver si on n'a pas de nouvelle loi l'année prochaine. Mais si tu l'as pas dit, tu peux pas arriver, puis je donne souvent l'exemple des foyers à Québec, là. Ils sont arrivés avec, on n'aura plus le droit d'avoir de poêle à bois ou de foyer. Mais qui t'a demandé ça? Si les gens, ils avaient dit, quand que Bruno Marchand s'est fait élire, il avait dit, moi, quand je vais me présenter, juste vous dire, ça va être fini, les feux de foyer chez vous à moins 40, là. Oubliez ça. Ça se peut que le monde aurait dit, t'as peu, là. Moi, j'aime ça, avoir mon poêle à bois chez nous, j'habite au Québec. Puis je trouve que des fois, on se fait prendre dans des situations comme ça, sur des lois, des changements, qu'on n'a pas rien demandé. Mais que c'est comme une idée des politiciens qui disent « Ah oui, c'est ça qu'il faut faire, puis je veux mon leg. » Puis, tu sais, je comprends ton point. Je suis plus ou moins d'accord parce que si les élections étaient aux 10 ans, je te dirais peut-être, mais les cycles politiques sont quand même assez courts au Québec. Là, quand tu regardes 4 ans, quand tu regardes le processus que ça prend pour faire adopter une loi, là, je te parle plus du provincial, même si tu m'amènes un sujet municipal. Tu sais, je pense qu'on élit des gens pour décider aussi. Puis on ne sait pas nous-mêmes comme électeurs qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité qui va faire en sorte qu'on doit avoir un projet de loi pour augmenter la sécurité, pour colmater une brèche environnementale parce qu'il s'est passé une catastrophe X, Y, Z. Alors moi, je suis pas pour la surconsultation, mais je pense que dans le processus démocratique, on peut aller chercher davantage l'input de la population. Parce que là, le gouvernement actuel, par contre,
là, ils pêchent par timidité de consultation. Là, ça les intéresse pas. Est-ce qu'il y a eu des sommets de la société civile avec la société politique dans les dernières années sur des grands sujets qui touchent les Québécois? Non. Puis même, certains ministres appellent ça des grandes messes inutiles. Moi, je suis de l'avis contraire. Je pense que quand c'est bien organisé et que l'intention est claire, on peut faire des sommets. On peut faire des états généraux sur des sujets importants. D'ailleurs, on serait dû pour en avoir un sur l'éducation. Ça fait 60 ans que la Commission Parent a proposé la création du ministère de l'Éducation, pardon. Et le système craque un petit peu de partout aussi. On le voit sur des questions plus polarisées comme la religion, mais que ce soit la disponibilité d'air climatisé, que ce soit la formation des adultes, que ce soit l'intégrité du cursus scolaire au Québec. Il y a plein de problèmes en ce moment. Moi, je pense qu'on serait dû pour avoir une discussion de société là-dessus. Fait que c'est une forme de consultation à ton point, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre ce que fait la CAQ en ce moment, c'est-à-dire zéro consultation, puis ce qu'on voit, exemple, en Suisse, où il y a un référendum des fois tous les mois ou à tous les 6 mois. Et là, maintenant, on a envie de dire aux décideurs, allez, diriger aussi, là, parce que c'est un peu ça leur job. Oui, c'est sûr. Surtout qu'on a augmenté leur salaire. On n'embarquera pas là-dedans. Oui, c'est ça. En Suisse, j'ai habité en Suisse, puis moi, je trouve que c'est un pays qu'on pourrait un peu imiter. Ouais, je trouve que ce qui a été fait en Suisse, puis je te parlais un peu de la décentralisation, là, un peu de différents, puis de redonner ça là-bas, c'est les comtés, puis tout ça. Puis moi, j'ai habité à Genève, puis j'ai habité à Bellinzona, qui est dans le Tessin, là, là-bas. Puis je jouais dans un endroit, les matchs étaient en Brie-Piotta, qui était comme, c'était fascinant. On partait de Bellinzona avec des palmiers, il fait 20 degrés, puis là, on avait des pneus à clous parce qu'on montait juste dans l'aréna avec un mur ouvert, avec la neige, quand il faisait froid, la neige rentrait. Bref, c'était toute qu'une expérience. Mais dans la Suisse, là-bas, c'était d'une façon dans le Tessin. Après ça, t'arrivais dans le comté de Zug, les routes, là, c'était spick and span, puis après ça, t'allais à Genève, c'était autre chose, puis la différence, c'est comme à Zug, eux, il n'y avait pas d'impôt, de taxes. Il y avait comme un peu le fédéral, mais il n'y avait pas de taxes de comté. Fait que les compagnies, il y en avait plus qu'il y avait d'argent. Mais là, comme il y avait plus de compagnies, il y avait des services mieux qu'ailleurs. Mais en région, eux, il y avait autre chose parce que, je trouvais qu'il y avait un certain équilibre à travers le pays, que ta région, toutes tes valeurs sont plus, par exemple, la santé puis l'agriculture, puis dans un autre, c'est plus commercial, ça devient ton identité un petit peu plus petit, tu sais. Puis je trouve que même avec la langue puis tout ça, tu sais, là-bas, ils ont 3 langues, puis il y a pas de problème, il y a pas personne qui se dit ça n'a pas de bon sens, qu'on va perdre notre français ou on va perdre notre allemand. Même 4, je pense qu'il y a le romanche aussi qui est une langue en diminution, mais qui est protégée. Mais au niveau linguistique, la Suisse... c'est un modèle. Parce que justement, on fait la démonstration que dans un même pays, une même entité politique, tu peux avoir un maillage intéressant des langues. Et eux n'ont pas l'anglais comme une des langues maîtresses, mais ils ont l'anglais comme liant, justement, de toutes ces langues-là. Alors, je te dirais, moi, la Suisse, à plusieurs égards, je trouve ça intéressant. C'est une confédération aussi, on n'entre pas dans tous les détails, mais ils font la démonstration que plusieurs peuples, plusieurs origines peuvent se parler pour administrer un pays. C'est un bel exemple. C'est comme un mini-ONU un peu, dans le fond. C'est un bel exemple de comment on peut travailler ensemble. Alors, nous, au Canada, on a plusieurs nations aussi. On a les anglophones, les francophones, les Premières Nations. On a ce défi-là, nous aussi. Je trouve que parfois, on réussit un petit peu moins bien. Peut-être qu'on y met pas le même effort non plus. Alors, moi, je pense qu'il y a une question de volonté aussi. Parce que si on veut que le Canada fonctionne, le premier critère, c'est c'est de s'y intéresser. Et ce qu'on a en ce moment comme situation, que je te mentionnais, là, mais on a 4 partis à l'Assemblée nationale en ce moment. Il y en a 2 qui veulent séparer le Québec du Canada. Il y en a un, c'est très, très clair, puis j'ai du respect pour ça. Il y en a un qui veut le séparer, mais qui en parle pas trop, Québec solidaire. Et il y a la Coalition Avenir Québec qui sème la confusion, d'après moi, sur la question. Alors, les relations intergouvernementales canadiennes, c'est s'intéresser aux autres provinces. Ça veut pas dire qu'on veut nécessairement savoir ce qui se passe à Regina tous les jours puis à Iqaluit, mais ça veut dire d'avoir un intérêt à développer des relations politiques. Puis je dis souvent à la blague que les relations intergouvernementales de la CAQ en ce moment, c'est d'aller prendre une bière une fois par année avec Doug Ford, puis prendre une photo. C'est pas ça la réalité. Puis Jean Charest faisait bien ça à l'époque. Il connaissait tous les premiers ministres, tous les chefs d'opposition.
Alors, on a l'impression qu'il est plus souvent en France qu'il est ailleurs au Canada, que dans les faits, peut-être que d'avoir cette relation-là. Il voyage pas beaucoup, notre premier ministre. Non, je vais lui donner ça quand même. Là. Je sais pas s'il a le pied voyageur ou pas, mais disons qu'il y en a qui voyagent plus. Mais en même temps, je dis ça, mais voyager pour un premier ministre, je trouve que c'est important quand même. Il faut bien le faire. Faut bien gérer les coûts reliés à ça. Mais faut jamais oublier que les relations internationales, il y a le mot relation dedans, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est du feeling, c'est du human touch qui est bien important. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense que le premier traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis aurait eu lieu si ça n'avait pas été de la relation entre Bush et Mulroney? C'était une relation fraternelle entre Chrétien et Clinton aussi. Fait que, bon, après, on a été moins gâtés un peu. Mais ces relations-là sont super importantes. Fait que des fois, il faut se rencontrer aussi. Écoute, Charles, je continuerai comme ça pendant des heures, mais je sais que tu es un gars occupé. Fait qu'au pire, on remettra ça une autre fois en début d'année prochaine. On a encore plein d'autres sujets à couvrir, mais vraiment, je te remercie puis je te souhaite bon succès dans ton podcast. Il y a plusieurs podcasts, mais ils sont pas tous bons. Alors, les gens vont savoir reconnaître les bons trucs des moins bons trucs. Ouais, exact. C'était vraiment bien parti. Mais merci beaucoup. Puis en terminant, est-ce que tu as un dernier message ou sujet ou est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas touchées que tu aimerais juste nous parler en terminant? Je veux juste mentionner que le renouveau de l'offre politique au Québec, c'est important. Puis je le dis même respectueusement, c'est même une fleur que je leur fais. Je considère que le Parti québécois a réussi son renouveau générationnel, qui présente un nouveau flanc aux Québécois, une nouvelle vision, un nouvel angle, et je pense que le PLQ est rendu là. Le PLQ existe depuis 157 ans, puis s'il veut exister encore pour 157 ans, il doit justement donner cette chance-là à une autre génération, puis donner une chance à une autre génération, ça veut pas dire d'en enlever une génération, c'est d'en ajouter une dans le mix. Alors, s'il y a des gens qui croient que ce projet-là est important, il faut devenir membre du Parti libéral du Québec. Si les gens pensent que la course va se régler en regardant la télé dans leur salon, ce serait la pire chose à faire. Alors, il faut s'impliquer. Ça coûte 5 $, ça dure 1 an, ça permet de voter, puis ça permet peut-être, qui sait, peut-être de changer la face du Québec. Est-ce que la course à la chefferie va être autant excitante que Kamala puis Donald? Et écoute, là, ça va être à suivre. J'espère qu'on va avoir un résultat un peu différent. À moins que ce soit une unanimité en ta faveur, peut-être que là, à ce moment-là... Ah, mon Dieu, s'il y a une certitude dans cette course-là, c'est qu'il n'y aura pas de couronnement puis que ça va être farouchement battu, avec respect, j'espère, mais tout en... Tu sais, la politique, c'est un sport de contact. Les contacts peuvent être... c'est pas à toi que je vais expliquer ça, là. Il y a différents types de contacts. Mais en bout de ligne, il va falloir rassembler tout le monde parce que le vrai adversaire, les vrais adversaires, c'est les autres partis politiques et non nos voisins dans le parti. Oui, exact. Écoute, merci beaucoup. C'était super le fun. Merci. Puis au plaisir à la prochaine. de se recroiser.